Sur les côtes européennes, cette période estivale n'est pas aussi insouciante que les années précédentes. Pour autant, la levée partielle des restrictions liées au coronavirus est une aubaine pour ce groupe d'amis en Catalogne qui peut de nouveau pratiquer son activité favorite, la pêche sportive dans les eaux riches du Cap de Creus. Ce qui nous plaît quand on pêche, c'est le contact avec la nature, l'émotion que l'on ressent quand un poisson mord à l'hameçon. On ne sait jamais ce qu'on va prendre, quelles photos on va pouvoir poster sur Instagram, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et souvent, on relâche le poisson, on n'a pas besoin de garder tout ce qu'on attrape. Environ 9 millions d'Européens pêchent pour le plaisir. De nombreuses petites localités et des régions pauvres dépendent de ce hobby qui rapporte environ 10,5 milliards d'euros aux économies côtières en Europe. Mais quel est le prix à payer pour l'environnement marin ? Les amateurs n'ont en général pas le droit d'utiliser du matériel professionnel. Pourtant, en Europe, ils pêchent plus de lieux jaunes et autant de barres de l'Atlantique que les navires commerciaux. L'Union européenne restreint la pêche récréative de stocks épuisés comme le cabillaud de la Baltique orientale et le thon rouge de la Méditerranée. Mais selon les biologistes, il faut davantage étudier l'impact de cette pratique sur les espèces vulnérables de moindre valeur commerciale. Il y a de moins en moins de petits pêcheurs artisanaux et de plus en plus de pêcheurs de loisirs. Donc, pour certaines espèces, on s'est aperçu que les prises récréatives atteignent des quantités comparables à celles des professionnels. Ces résultats sont clairement choquants. Pour rendre la pêche de loisirs plus durable, la Commission européenne soutient l'instauration de permis de pêche récréative, les applications mobiles de carnets de pêche et d'autres initiatives. La surpêche est aussi une préoccupation pour les destinations de prédilection des amateurs comme Rosès. Le fait de venir ici, louer un appartement, acheter peut-être un appartement, avoir la possibilité de la location du bateau, pourquoi pas acheter un bateau, louer une amarre. On fait travailler aussi les boutiques, parce qu'il faut aller acheter le matériel pour pouvoir pratiquer la pêche, tout en sachant aussi qu'il faut faire attention pour ne pas casser l'écosystème. Alors que les sorties en mer peuvent être un luxe, la pêche de bord de mer attire tout type de profil. Josep Joret, un chercheur qui étudie la pêche de loisirs en Europe, interroge régulièrement des amateurs pour mieux comprendre pourquoi et comment ils pratiquent cette activité et les quantités de poissons qu'ils prennent. Je viens beaucoup ici et pour être honnête, j'attrape plus de poissons que la plupart des hommes. Dans de nombreuses régions, les pêcheurs côtiers ne menacent pas autant les espèces vulnérables que ceux qui pratiquent en mer, même si généralement, ils ne relâchent pas leur prise. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ah oui, je mange quand même, oui. C'est pas seulement... Oui, c'est pas seulement pour les pêcher et les jeter après, non, je les mange, ouais. Oui. Dans la mer. Pour de nombreuses familles, en particulier dans les régions moins développées économiquement, la pêche est plus qu'un passe-temps. Il y a ce qu'on appelle la pêche de subsistance, des gens pour qui ce n'est pas un loisir mais qui attrapent du poisson pour nourrir leur famille. On n'a pas beaucoup de données sur ce type de pêcheurs, mais ils sont aussi très intéressants. Qui sait à quoi ressemblera l'avenir après la crise du coronavirus? Peut-être qu'on va tous finir par venir pêcher en bord de mer, y compris nous, les biologistes. Mais qu'en est-il des pêcheurs professionnels ? Que pensent-ils du nombre croissant d'amateurs ? Ils sont de plus en plus inquiets de devoir partager l'espace et les ressources de la mer avec les adeptes de la pêche récréative qui sont soumis à moins de règles et de contrôles. Nous rencontrons le président de l'association des pêcheurs locaux, Jordi Fulcara, alors qu'il fait visiter à des touristes le port de Llança. Il estime que les inspections en mer ne sont pas assez nombreuses, y compris dans les zones protégées, et que souvent, les amateurs n'ont pas les connaissances de base ou les bons réflexes, ce qui génère des conflits. Il y a ceux qui savent que nous sommes des professionnels et qui nous respectent, qui respectent notre signalisation, nos balises et nos filets en mer. Et puis il y a ceux qui ne comprennent rien, ils jettent l'ancre sur nos filets et avec cela on a des conflits. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un peu plus de surveillance.
Mais ces différences s'expliquent aussi par des philosophies de pêche divergentes et par la crainte des petits professionnels d'être évincés par le secteur lucratif de la pêche amateur. Cette pratique est vue comme une menace pour la communauté de la pêche artisanale, car pour elle, cette activité, c'est sa raison d'être, d'un point de vue culturel. Ces professionnels estiment qu'ils ont des droits qu'ils ont acquis du fait de leur relation historique avec l'environnement marin. Les adeptes de la pêche sportive doivent aussi cohabiter avec un autre public, les plongeurs. La famille de Boris Merker dirige un centre de plongée à Rosès depuis plus de 20 ans. La pêche est restreinte dans certains sites de plongée, autorisée dans d'autres. Et sous l'eau, la différence saute aux yeux selon l'instructeur. Les pêcheurs de loisirs laissent souvent des traces, ils endommagent les coraux et perdent du matériel. Et il y a aussi une pratique controversée, la chasse sous-marine au harpon, qui vise les plus grands poissons que les plongeurs aiment admirer. Sur les sites où la chasse au harpon est autorisée, les poissons se cachent quand on se rapproche. Rien que les prendre en photo, c'est presque impossible. Dans ces endroits-là, très peu d'espèces sont présentes. Par exemple, il n'y a pas de mérou malgré tous les habitats rocheux où ils pourraient s'installer. De leur côté, les pêcheurs au harpon en appellent à une réglementation plus intelligente plutôt qu'à des interdictions totales. Ils expliquent que contrairement aux autres pêcheurs amateurs, ils voient le poisson qu'ils attrapent. Donc ils peuvent sélectionner leur prise pour réduire l'impact sur l'environnement si on leur donne des règles claires. À terme, si les usagers professionnels et amateurs de la mer trouvent comment partager ces ressources de manière durable, tous seront gagnants. Il faut que l'on dialogue et que l'on comprenne que la mer, c'est leur avenir et notre avenir également. La pêche de loisirs et la pêche sous-marine alimentent toute une industrie qui dépend de la vente de fusils à harpon, de palmes et de combinaisons. Ces professionnels ont tout autant le droit de gagner leur vie grâce à la mer. Donc je crois qu'avec davantage de compréhension et avec l'aide de l'administration, on peut trouver un terrain d'entente. De nouvelles études d'impact et une réglementation adaptée contribueront à garantir que la pêche de loisirs respecte l'environnement, tout en générant des retombées économiques, de quoi nous inciter à mieux apprécier ce que la mer nous offre.